Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode déjà de votre podcast sur l'actualité pédagogique Au Coin. Et aujourd'hui, comme toujours, je suis accompagné de Jules. Bravo Jules pour ta présence, ainsi que de Charlotte. Charlotte, toujours avec nous, la valeur sûre. Et aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux. Au Coin. Et aujourd'hui au tableau. Déposée le 18 novembre 2025, la proposition de loi numéro 2017 visant à protéger les mineurs, je cite, des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, a été approuvée dans une version amendée par le Sénat et devrait prochainement être débattue par l'Assemblée nationale ou en commission mixte paritaire. Le texte vise notamment, malgré les obstacles juridiques liés à la nécessaire conventionnalité vis-à-vis du droit européen, à interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux jeunes de moins de 15 ans et éventuellement à la restreindre entre 15 et 18 ans. Le texte se présente comme la traduction normative du rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur, je cite, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs qui s'inquiètent, au-delà du caractère chronophage et addictif des plateformes, d'une possible spirale de contenu violent, choquant, faisant la promotion de l'automutilation ou du suicide, etc. Alors qu'une récente étude pour l'association e-enfance 3018 et la Caisse d'épargne révèle que les 67% des jeunes de 8 à 10 ans utilisent les réseaux sociaux, ceux-ci deviennent un enjeu majeur pour l'éducation nationale dans la mesure où ils participent à la fois au cadre de vie des jeunes, donc à leurs conditions d'apprentissage, et à leur accession à l'information. Et sur cette question, il est temps de passer en îlot. Et je voudrais prendre le contre-pied en îlot de l'introduction que je viens de vous présenter en vous interrogeant d'abord sur les apports potentiels des réseaux sociaux. Quand tu parles d'apport des réseaux sociaux, tu parles d'apport au sens général ou au sens pour les jeunes? Dans le cadre qui nous intéresse, c'est-à-dire l'éducation. Qu'est-ce D'ailleurs- qu'ils peuvent apporter de positif? D'abord, il faut revenir à la source du problème. C'est Jules, ça, non? Exactement. Non, vas-y, dis-nous quelle est la source du problème. Ah là là, Gauthier, qu'est-ce que tu es drôle. Non, les réseaux sociaux, il faut bien savoir du coup que ça a pris une place depuis à peu près 20 ans. Nous sommes vieux. Pas vieux, on est simplement à un âge qui avance chaque année. Chaque année, Comme ça tout un avance, chacun. mais ça fait Et 20 ans. nous, ça fait plusieurs années qu'il avance. Conclusion, vous êtes vieux. Conclusion, Charlotte pense qu'elle a 30 ans de moins que nous alors qu'elle a juste 3 ans d'écart avec nous. Oui, mais c'est quand même 3 ans. Un peu moins. 2 ans et 10 mois. Mais bon. Nous avons donc les réseaux sociaux. Il a compté. Il n'a pas compté, il a fait deux têtes, il Il est faut très savoir fort. qu'ils célèbrent chaque année la date de leur rencontre, c'est-à-dire la rentrée. Allez, on va y aller. Désolé pour nos auditeurs. Merci, ce podcast est assez long à démarrer. C'est pour Gauthier, Gauthier, notre présentateur, là, qui va être peut-être démis de ses fonctions après ces blagues. Peut-être. Bon, en tout cas, les réseaux sociaux, Brewen en restez décidera. sérieux. Laissez Brewen en dehors de ça. Le pauvre, il aura déjà beaucoup de montage alors que ça fait 3 minutes d'émission. Désolé Brewen, c'est la faute de Gauthier. Du coup, les réseaux sociaux, de ce point de vue, eh bien, il y en a beaucoup dans notre sillage. Vous avez Facebook, vous avez Snapchat, même si Facebook est plutôt en fin de vie quand même. Vous avez WhatsApp, vous avez Instagram, vous avez Biril maintenant qui s'est lancé. Gauthier me regarde comme si je lui parlais d'un extraterrestre. C'est être réel, bien sûr. Moi aussi, je suis Et réel. nous avons X, anciennement Twitter, qui est contrôlé aujourd'hui par le fantastique Elon Musk. Bien sûr, c'est une blague. Nous avons donc, du coup, ces réseaux sociaux sur lesquels le jeune, vieux, parents, enfants, Tout Bah, individu. Je crois que Jules Le Seigneur n'a même pas cité TikTok. tu m'as coupé l'aile, j'allais en parler de Bien ça. sûr, bien sûr. Mhm. Bien sûr, j'allais en parler. Mais Il faut savoir qu'il a le bénéfice du doute. Il me semble en fin de journée, il fait très chaud dans la région bordelaise. Voilà. donc- Il a oublié de boire à son âge. Mais non, mais j'ai dit que je gardais juste pour la suite. Vous avez le fantastique, le mastodonte aujourd'hui des réseaux sociaux, TikTok, qui nous arrive d'où, Gauthier? De Chine. Et J'ai qui- travaillé mon sujet. Et qui a fait pas mal de ravages ces derniers temps. Du coup, ça a un rôle et ça a ramené quelque chose encore plus dans notre sillage avec les Reels. Que voilà, j'avais bien pensé à TikTok, vu que c'était dans mon intervention. Le format vidéo en format portrait, qui prend une place primordiale dans notre navigation sur Internet. J'imagine qu'ici, à cette table, que ce soit Charlotte ou Gauthier, vous scrollez au moins une fois tous les jours sur votre téléphone portable des petites vidéos avec intérêt et d'autres sans intérêt. Alors, techniquement, le reel, ça vient pas que de TikTok, hein, tu sais. C'est pour ça que j'ai dit le Reel d'Instagram. Mhm. 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 Mais j'ai dit que ça a amené le Reel. Ensuite, c'est les Reels qui ont copié TikTok. À titre personnel, je ne suis ni sur TikTok, ni sur Twitter, ni sur Snapchat.
ni sur, Bah, vous êtes sur- sur- ni au sur dernier- Facebook, ni sur Être Réel. aux dernières sur nouvelles, rien. aux dernières nouvelles, vous êtes sur Instagram, du coup. Je suis sur Instagram. Vous voyez des vidéos sur Instagram. Des stories. Vous n'allez pas dans le petit onglet avec la vidéo, vous voyez pas des vidéos circuler de temps en temps. Attendez, je prends un coup de vie en direct. Bon, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Parce que la question précise était sur les apports. Donc vas-y, sur les apports. Du coup, nous avons plusieurs apports avec ces vidéos sur les réseaux sociaux en format portrait. Plusieurs enseignants font part de leurs cours et de leurs notions à travers ces vidéos. Pour les élèves, en bonus, nous avons des exemples. Je crois que nous avons, par exemple, un professeur de mathématiques très connu, un exemple tout qui me vient comme ça, Lucas Math, qui donne plein de conseils en mathématiques sur ses vidéos sur Internet. Et nous avons d'autres. Hein. Vous avez eu à l'époque plein de professeurs de mathématiques qui vous donnaient des leçons sur YouTube. C'est à peu près la même chose, les réseaux sociaux. Ça permet d'avoir du contenu en plus, de pouvoir venir en aide aux élèves qui sont les plus en difficulté. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé spontanément, mais YouTube, dans la mesure où tout le monde peut publier ses vidéos, je le compte comme un réseau social. Et donc, effectivement, il y a des vidéos explicatives, pédagogiques, à destination des élèves. Je crois que Charlotte, tu m'avais parlé d'autres types de vidéos. Oui. Alors, je voulais juste rebondir sur quelque chose, c'est que le but principal du réseau social, c'est de pouvoir échanger avec différentes personnes, peu importe le contenu, que ce soit des images, du son, des vidéos, etc. Aujourd'hui, comme beaucoup d'élèves, d'enfants possèdent des réseaux sociaux alors qu'ils n'ont pas l'âge requis, je rappelle que la majorité pour être sur un réseau social, c'est 15 ans, et qu'on a déjà des élèves qui sont en école élémentaire qui sont dessus, on pose des questions. Mais il y a différents profs, Je l'ai effectivement. mentionné, 67% des 8-10 ans. Ah oui, pardon. Donc ça, c'est quand même significatif, ça fait 2 tiers. Il y a ça, et derrière, il y a aussi le rôle des parents. Enfin bref, c'est tout autre chose. Oui. Mais oui, il y a différents professeurs, que ce soit des enseignants du premier degré ou du second degré. Je sais que j'avais déjà vu des vidéos d'un professeur d'anglais qui se filmait lui en étant dans sa classe. Donc il ne montrait pas ses élèves puisqu'il faut un droit de l'image. Mais que derrière, il présentait ses leçons, par exemple sur un mot de vocabulaire en anglais, comment est-ce qu'on le prononçait, pourquoi, tout ça. Donc c'est pertinent dans la forme, tout simplement parce que comme c'est accessible à tous sur les réseaux sociaux, à partir du moment où on a un compte, tous peuvent voir ce contenu et s'en inspirer, ou peuvent l'utiliser s'ils ont des soucis pour comprendre certaines notions. Cependant, derrière, on pourrait remettre en question la notoriété la notoriété de ces professeurs sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une manière pour eux juste de faire, entre guillemets, le buzz, ou est-ce qu'ils veulent réellement apporter quelque chose? Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants se tournent vers les réseaux sociaux parce que c'est un moyen accessible d'échanger, que ce soit de la préparation de séquences ou de séances, des Oui, ça, contenus parce que courts. ce dont tu parles, c'est pas simplement des vidéos de vulgarisation à destination des élèves, comme nous en parlait Jules, c'est aussi à destination des aspirants professionnels ou des professionnels qui peuvent constater comment est-ce que tout un chacun articule sa séance. Oui, il y a plein de choses dessus. Par exemple, si je prends mon cas, je sais que cet été, je vais travailler en centre de loisirs avec des maternelles. Sur TikTok, si j'ai besoin d'idées pour des activités, le nombre de choses que je peux trouver avec des exemples, avec les matériaux requis, c'est une mine d'informations qui est juste incroyable. Cependant, lorsqu'on cherche quelque chose de précis, on se retrouve noyé sous le flot d'informations. Et ça nous amène, puisque tu parles de flot d'informations, mais de recherche aussi d'éléments précis, ça nous amène à une autre question que je voulais évoquer, qui était la formation à une approche critique pour les élèves, puisque les réseaux sociaux minent d'informations, mais minent de désinformation également. Donc comment est-ce que vous appréhendez, et notamment en tant que documentaliste, la formation des élèves à ce type de médias particuliers? Alors, il faut savoir que le professeur documentaliste peut enseigner l'éducation aux médias et à l'information. Tous les professeurs peuvent le faire. Ça, il me semble qu'on l'avait déjà abordé dans le cadre de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai que ce sont des sujets connexes. Oui. Et par rapport à ça, il y a tout un axe sur, je crois, s'informer, se questionner. Enfin, je n'ai plus la thématique précise en tête, mais on apprend aux élèves déjà, par exemple, différencier les médias, les contenus qu'on peut trouver, l'importance des sources, de trouver son information, regarder qui l'a fait, donc sur les réseaux sociaux, qui publie l'information. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? Est-ce que c'est aussi une rumeur qui est relayée et qui prend énormément d'ampleur? Ma sœur ne jure que par Hugo Décrypte. A priori, c'est fiable, mais j'ai pas regardé. Alors, si on prend l'exemple d'Hugo Décrypte, on va dire, ça a une certaine fiabilité dans le sens où, forcément, Hugo Décrypte va montrer son travail, va montrer ce qu'il fait, il donne également ses sources. C'est résumé également pour que ça tienne sous format podcast de 10 minutes.
Ce qui sinon, peut c'est être un des- avantage comme un inconvénient selon le sujet qu'on souhaite traiter. Et par exemple, moi, je trouve ça intéressant parce que on peut s'informer rapidement sur l'actualité si on n'a pas le temps ou si on a besoin de faire quelque chose rapidement. Enfin, c'est très pratique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les sources sont citées, où les démarches sont explicitées, à partir de là, au niveau méthodologique, ça pose pas de problème. Cependant, Simplement, ça n'est pas un média, disons, institutionnel. alors il y a ça et derrière, il y a aussi les ressources qui sont à disposition. D'ailleurs, j'ai mon tuteur de stage qui m'a montré ça. Il fait une séance par rapport aux informations données sur, par exemple, France 2 et sur les plateformes de Hugo Décrypte. Et on voit derrière que France 2, comme c'est une chaîne d'information qui est beaucoup plus présente, qui a aussi plus d'argent pour avoir des contenus. Plus selon- nombreuses en matière d'effectifs. Ouais. Exactement aussi. Enfin, par exemple, je crois que c'était pour une tempête qui est passée il y a un bon moment. Il comparait les images présentes sur France 2 et relayées par Hugo Décrypte. Hugo Décrypte, on voyait que c'était que des images et des vidéos libres de droit, trouvées un peu, pas facilement, mais accessibles facilement. Alors que France 2, il y a un reporter qui va sur place, qui va prendre des vidéos, qui va interroger des personnes, etc. Donc on voit aussi qu'il y a une séparation entre ce que peut faire un média qui est présent depuis très longtemps et quelqu'un qui s'est lancé il y a quelques années et qui petit à petit prend de l'ampleur. Oui, et puis donc les médias indépendants auxquels sont confrontés les jeunes sur les réseaux sociaux, ils vont davantage reprendre des informations produites par d'autres médias que d'en créer des originales, disons. Il y a ça et aussi par rapport à la formation de l'esprit critique, c'est quelque chose d'essentiel et vers lequel on amène l'élève. Cependant, quand je regardais les commentaires sous parfois les vidéos TikTok de Hugo Décrypte, t'en as beaucoup qui disaient « Ah bah j'y crois pas si Hugo l'a pas dit ». C'est une phrase qui est tellement nulle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne vous informe de quelque chose que c'est 100% véridique. Il faut aller vérifier l'information. Et derrière, il y a toute une question de pareil sur les réseaux sociaux. Est-ce que tout ce qu'on voit c'est vrai? Est-ce qu'il faut absolument tout prendre La au réponse pied de étant la oui, lettre bien sûr. Non. Enfin, Le bruitage était à dessein pour les auditeurs. voilà, je vais pas aller plus loin parce que j'ai l'impression de m'évertir un petit peu, mais Ben non, c'est intéressant parce que ce dont on parle, c'est effectivement ce à quoi les jeunes sont confrontés sur les réseaux sociaux et puis les réflexes qu'ils peuvent avoir. De prendre une parole pour acquise plutôt que de décrypter avec toujours un esprit critique, un recul, un discours qui leur est apporté. Donc effectivement, c'est un enjeu des réseaux sociaux. Et ça rejoint un autre biais qu'on peut trouver sur ces plateformes et qui sont tout ce qui est dérive complotisme, tout ça, avec aussi les cercles de renforcement, disons, puisque quand on suit une personne, c'est des personnes qui vont être sur la même, disons, tranche idéologique, qui vont nous être recommandées par les plateformes. Et donc les élèves, ils vont tomber dans ces écueils-là aussi. alors ça s'appelle une bulle de filtre. Merci Charlotte. C'est un terme qu'on a vu en documentation avec Jules. La bulle de filtre, elle s'installe petit à petit et comme son nom l'indique, elle va amener l'utilisateur dans une bulle et dans des idéaux qui sont très similaires. L'exemple le plus concret, ce serait le documentaire Derrière nos écrans de fumée où on a des témoignages de grands patrons qui ont dirigé Pinterest, qui ont fait du code pour la messagerie de Gmail, etc. Enfin, c'est pas rien, quoi. Et en face, il y a également une famille qui est... Enfin, tout est mis en scène pour nous montrer les dérives et ce que ça peut apporter. Et dedans, on a le fils de la famille qui, sur son téléphone, au moment, like un contenu par rapport, je crois, à une idéologie politique. Et on voit que l'algorithme du coup du réseau social va se dire, bah attends, il a liké ça, il suit ça, donc on va lui proposer du contenu, encore et encore et encore. Et à force de liker, de regarder, parce que tout ce qu'on fait sur Internet, ça laisse des traces, ce qu'on appelle des traces numériques, ça va renforcer en fait ce fils de la famille à rester dans cette bulle qui est sur une idéologie particulière par rapport à la politique. Et dans ce documentaire, il montre comment petit à petit, en fait, tout ce que nous propose l'algorithme peut influencer notre jugement jusqu'à parfois même l'altérer. Et oui, effectivement, tu as évoqué l'altération du jugement. Il y a aussi un autre point que tu as abordé, c'est les traces laissées sur Internet. Ça, pour les élèves, c'est un enjeu majeur. Je ne sais pas si dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, ils sont sensibilisés particulièrement à ce problème-là. Mais bon, ça peut concerner, par exemple, des personnalités politiques qui auraient laissé traîner des posts ci ou là avec des propos un petit peu compromettants. Ça peut aussi concerner les élèves. Et effectivement, d'autant plus qu'ils vont être amenés
à s'insérer dans la vie professionnelle ou quoi, ça peut être un sujet pour eux. Jules, à ce propos, au niveau des traces numériques, de la désinformation des élèves, est-ce que tu avais des éléments à apporter par rapport à ce qu'a dit Charlotte? Par rapport à aux traces numériques que laissent les élèves, oui, ça, même que ne laissent pas que les élèves, hein, même tous les individus laissent des traces numériques sur Internet. Ce qui est compliqué à faire entendre à pas mal de gens et faire comprendre surtout, hein, comme pour tout, hein, quand on n'a pas été formé, bah, voilà, c'est compliqué à montrer aux gens. Donc c'est important d'apprendre aux élèves que bah, s'ils mettent une petite photo, je ne sais pas, une photo à la plage sur les réseaux sociaux, elle va rester. La trace va rester, même si elle sera supprimée, elle va rester. Donc c'est important de faire comprendre, bien réfléchir quelle vidéo ou quelle photo mettre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que pour l'instant, on a parlé beaucoup opinion, idéologie, mais même effectivement vis-à-vis de l'image de soi qu'on peut laisser Ah oui, oui, mais c'est quelque chose de très important. et qu'on peut laisser entre les mains de tout un chacun, y Je compris pense que les gens les plus c'est douteux. peut-être même la chose la plus importante pour les Ouais, non, mais enfants effectivement. de cet âge-là, parce que c'est ce qu'ils vont avoir tendance, surtout sur des réseaux comme TikTok ou Instagram, à recopier ce qu'on appelle les trends, les choses à la mode, les vidéos, les tendances, et ils vont vouloir tendance à recopier les danses, les photos, les selfies, les tenues. Donc ben, forcément, ils vont finir par se prendre en photo et à se mettre partout sur les réseaux sociaux. Et donc, Mm. peut-être qu'ils regretteront plus tard à supprimer, mais ce sera trop tard, une trace sera restée. Avec les usages détournés que ça Alors, peut le amener. problème, c'est que la trace, nous, communs comme nous sommes, on la retrouvera potentiellement jamais. Mais en tout cas, les grandes entreprises comme Meta, par exemple, qui contrôlent Instagram, Facebook, par exemple, même TikTok, qui est contrôlé par autre chose, eux, ils auront moyen d'y avoir accès. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sortira forcément un jour, mais il faut se méfier quand même. Il y a de grandes chances qu'elle sorte pas, cette information qu'on a laissé cette trace, mais il faut se méfier, il faut quand même bien réfléchir. Ils prennent un risque, ouais, exactement. Voilà. Je répète, hein, il y a quand même de grandes chances que ça ne sorte pas, mais il faut quand même se méfier parce que il y a eu un scandale, je me souviens, il y a quelques années, je crois, sur un réseau social plutôt orienté choses moins de 18 ans interdites, quoi, où il y avait eu de grandes fuites sur les réseaux sociaux avec les traces numériques qui avaient été. Il y avait une grande phase de piratage et les traces numériques laissées par les utilisateurs avaient été dévoilées au grand monde et au grand public. Oui, après, ça concerne de manière générale l'attitude sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, et même les commentaires laissés sur des sites d'information, Oui, tout voilà, ça, ouais. ça reste. Ouais. Au sujet de risques et de précautions à prendre, je voulais aussi aborder avec vous le cas du cyberharcèlement. Déjà, petit rappel pour nos amis auditeurs qui pourraient être concernés qu'en cas de cyberharcèlement subi ou constaté, vous pouvez appeler la plateforme du 3018 qui soit vous orienter vers les aides et les acteurs nécessaires pour vous venir en aide. Au sujet du cyberharcèlement, la place des réseaux sociaux. Bah, c'est une place primordiale. Hein. De toute façon, le cyberharcèlement et les réseaux sociaux, c'est très lié. Hein. De toute façon, on remarque que chez les jeunes, majoritairement, le harcèlement, ça vient de Snapchat, Instagram. Vous avez, bon, aussi, c'est pas un réseau social, vous avez aussi les SMS. Hein. Bon, c'était un peu l'ancienne époque. Maintenant, c'est utilisé un peu moins quand même. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et on a beaucoup aussi WhatsApp avec la création de groupes où beaucoup de jeunes créent des groupes anti, je ne sais pas, anti quelque chose, anti contre une personne en tout cas. Ça peut se créer et certains élèves se sentent exclus et peuvent être victimes de critiques, de moqueries, quelque chose de plus violent qu'à notre époque, ça c'est sûr, parce qu'à notre époque, on avait quand même le début des réseaux sociaux, mais ils n'étaient pas autant répandus. Et maintenant, la différence entre le cyberharcèlement et le harcèlement classique, c'est que le cyberharcèlement, ça ne s'arrête jamais. Toute la journée, vu qu'il y a un téléphone, un moyen de connexion à Internet, vous pouvez être harcelé toute la journée en continu, alors que le harcèlement, il y a forcément une fin à un moment dans la journée, vu que bah, le soir, vous êtes chez vos parents, en tout cas, vous n'êtes plus dans l'établissement à proximité des autres élèves, alors que le cyberharcèlement, ça continuera encore et encore. Non, et puis en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que les technologies évoluent aussi. Et là où nous, les réseaux sociaux, quand nous étions jeunes, ont exporté le harcèlement dans la maison avec l'ordinateur, maintenant avec les smartphones modernes où toutes les applications sont disponibles, ça exporte le harcèlement scolaire qui peut être subi jusque dans leur chambre en fait. Exactement. Hein, le harcèlement, le cyberharcèlement n'a plus de fin, quoi. Il est partout, il suit. Il faut qu'il soit combattu, mais il sera bien plus difficile à combattre que du harcèlement classique. Ça, Mais c'est sûr. d'autant plus, et là on en revient au rôle des professeurs et de l'éducation nationale, qu'il est beaucoup plus facile à repérer, beaucoup plus difficile à repérer sur les réseaux sociaux. Ah, mais surtout parce que du coup, entre guillemets, ça ne concerne plus nous, professeurs, Mm. parce que c'est pas que c'est pas notre ressort, mais c'est qu'en fait, on n'a pas accès à ça. On n'a pas accès au téléphone, on n'a pas accès aux données. C'est quelque chose qui se passe en dehors, ça dépasse le cadre scolaire.
Il y a ça, il faut savoir aussi que le cyberharcèlement est beaucoup plus violent aujourd'hui, tout simplement parce qu'un élève, si il décide d'être harceleur, il peut se cacher derrière son téléphone, derrière un compte, derrière un nom. Et derrière, il n'y a pas les répercussions, on va dire, comme si il insultait une personne qui est face à lui. Donc les élèves se permettent également plus de liberté. Il faut savoir que un individu, s'il souhaite être violent, que ce soit surtout dans ses propos, peut le faire. Enfin, c'est pas parce qu'on a par exemple 50 ans qu'on sera plus apte à insulter ou Comme quoi que ce soit. Jules. Ça, Je t'entends, Gauthier. enfin, ce que je veux dire par là, c'est que à tout âge, le harcèlement, il est présent malheureusement et il faut sensibiliser à ça. Je sais que mon tuteur de stage a sur la porte du CDI une affiche avec quelques images qui répertorient ce qu'il faut faire pour être entre guillemets en sécurité sur les réseaux sociaux. Par exemple, ne pas mettre son nom ou son prénom, ne pas mettre d'informations personnelles sur la personne, par exemple son adresse, son âge, sa date de naissance. Également, ne pas poster de photos de soi, puisque forcément tous les réseaux sociaux récupèrent et collectent vos données et vos photos, et c'est même si vous la supprimez, elle sera toujours là. Ça, on en revient à ce que disait Jules, effectivement, tout à l'heure. Je vous invite également, pour ceux qui nous écoutent, à aller voir la vulgarisation des conditions d'utilisation d'Instagram. C'est une avocate qui a fait ça. Parce qu'il faut savoir que les conditions d'utilisation d'Instagram font 90 pages. Alors, en vous abonnant à Instagram, avez-vous lu les 90 pages? Alors, personne ne le fait, soyons Avez-vous honnêtes. lu une page? Mais cette Ou une ligne? Ou un mot. Moi, j'ai lu conditions d'utilisation, personnellement. Enfin, en tout cas, cette vulgarisation des conditions d'utilisation, elle résume, je crois, en une dizaine de points ce que vous autorisez à Instagram en termes de récupérage de données, ce qu'il peut faire, etc. Donc, allez le voir. Et surtout, pour tous les auditeurs qui seraient peut-être parents ou qui auraient dans leur entourage des enfants qui ont moins de 15 ans et qui ont des réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager ça, du coup, les conditions d'Instagram, ou également de sensibiliser à ça, puisque c'est également peut-être par vous, un proche d'un enfant, qu'il sera plus apte à vous écouter qu'un inconnu au coin de la rue. Et on en vient au dernier sujet que je souhaitais aborder, les perspectives. J'évoquais une proposition de loi en introduction pour interdire les réseaux sociaux en moins de 15 ans, pour les encadrer entre 15 et 18 ans. Est-ce que vous donnez du crédit à ce type de proposition? Est-ce que ça vous paraît faisable? Est-ce qu'on peut priver les jeunes des armes qu'ils retournent contre eux-mêmes? Alors malheureusement non, tout simplement parce qu'aujourd'hui on peut le voir que dès l'école élémentaire, les élèves possèdent des téléphones, ce qui est terrifiant. Pas simplement des téléphones, des smartphones. Oui. J'avais un Alcatel étant petit qui ne posait pas de difficultés particulières. Attends, mais tu sais que j'avais le même téléphone à ma rentrée en 6e. Avec le clavier. Oui, avec le truc qui s'ouvre et qui se ferme, avec le clavier. Oh, t'avais le clapet. Ouais, Comme Gibbs. peut-être. Mais dans tous les cas, j'étais sûre qu'on n'allait pas me voler mon téléphone. J'ai toujours rêvé de citer une règle de Gibbs dans ce podcast, mais j'ai pas eu l'opportunité. Mais du coup, par rapport à ça, non, c'est compliqué forcément d'interdire ça. Et puis les parents sont pas toujours au courant de ce qui se fait ou de quoi que ce soit. Et malheureusement, même s'il y a une loi, c'est difficile d'appliquer ces sanctions. Mais derrière, par contre, la majorité. Légale... Théoriquement, les sanctions sont censées être appliquées aux plateformes. Oui, mais bon, écoute, les plateformes. La difficulté collecte de étant données. entre les utilisateurs et les plateformes, ceux qui ont les meilleurs avocats, ce sont les plateformes. Donc, exactement, c'est ça le souci. Mais derrière, je trouve que le fait de passer la majorité pour les réseaux sociaux à 15 ans, c'est une bonne chose. Moi, pour ma part, je sais que dès la 6e, j'avais Snapchat, Instagram, ça, en demandant bien évidemment l'accord de mes parents. Et c'était sur le téléphone de mes parents, donc je n'y avais pas accès tout le temps. Oui, ok. Donc, à la fois, c'était différent. Mais par exemple, je sais que quand TikTok est arrivé, avant, c'était anciennement Musical.ly. Pour ceux qui ont connu ça, Donc là, on est dans les archives, on a quitté la fabrique où on enregistre le podcast. Bon, bref, c'était quelque chose. Et je sais que quand j'ai vu tout ce qu'il y avait et que c'était pas très contrôlé, parce qu'on voyait des jeunes de 4 ans sur les réseaux, tout ça, c'était terrifiant. Oui, mais peut-être très lucratif pour les parents. Non, c'est terrifiant. C'est juste terrifiant. Je sais que plus tard, ma petite sœur, on a 5 ans d'écart, elle est venue me voir, elle était au collège, je crois en 5e, elle me dit « Oui, Charlotte, est-ce que tu penses que je peux mettre TikTok ?» Je la regardais droit dans les yeux et je lui ai dit « Non. » Je lui ai dit, tu attendras d'avoir 15 ans. Ne fais pas les pour le erreurs faire. Que j'ai moi-même commises. Mais je me disais, en fait, comme je connais les risques et les dangers, c'est pas la peine de la mettre dedans alors qu'elle n'y connaît rien. Et je sais qu'aujourd'hui, je crois, au lycée en tout cas, elle a un compte TikTok, mais elle ne poste rien dessus, quoi que ce soit, elle est anonyme, il n'y a pas son nom, il n'y a rien.
Et derrière, on en avait rediscuté dernièrement. Elle m'a dit c'est une bonne chose que tu m'aies dit non quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, je sais qu'elle est consciente de ses actes et qu'elle comprend aussi l'importance et les dangers quand on est sur les réseaux sociaux. Ma chère maman, que je salue d'ailleurs, et qui est probablement née dans un habit de travail, m'avait autorisé en 4e à créer un compte LinkedIn. Donc pendant des années, je n'ai eu qu'un compte LinkedIn, c'était ma seule présence sur les réseaux sociaux. Ça, au moins, au niveau harcèlement ou contenu mettant en avant soi-même, tout ça, il y avait moins de risques. Ça peut être un avantage pour trouver un stage ou quoi. On parlait des apports en début d'émission. LinkedIn, pourquoi pas? Voilà. Ça a quand même bien évolué, LinkedIn. Hein. Ah bon? T'as mis des photos de toi sur la plage Non, sur non, LinkedIn? mais avec la présence de l'IA partout, les prompts Ah oui, ça, je l'ai généralisés constaté. partout, Hein. et les gens qui se mettent Et c'est davantage les cinquantenaires, ça, non? Les gens qui se mettent en valeur d'une façon, alors que c'est des emplois tout à fait banals qu'ils ont. Ils te font des généralités, ils te font des poèmes carrément sur ce qu'ils font. C'est pas toujours très vrai, mais c'est toujours très convaincant ce qu'ils écrivent. Il y en a de plus en plus quand même. Hein. Bon, en tout cas, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de la question. Est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, je propose à nos auditeurs de passer à la disputatio. Et aujourd'hui, dans la Disputatio, toujours cette fameuse encyclique Divini Ilius Magistri de Pie XI, qui est parue le 31 décembre 1929. Et l'extrait que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, c'est le suivant. Que nos jeunes gens, comme les vrais chrétiens de tous les temps, soient, ainsi que le demandait Tertullien des premiers fidèles, participants du monde, mais non pas de l'erreur. Et cette citation de Tertullien est issue de De Idolatria. Eh bien, j'ai trouvé que ça résumait assez bien l'esprit des réseaux sociaux, qui permet aux élèves, aux jeunes, aux chrétiens dans le cas de l'encyclique, de participer au monde qui les entoure, d'être des acteurs, de publier leur point de vue, leur expérience, mais en même temps qui leur font passer le risque de l'erreur et de l'erreur qui reste, on l'a mentionné. Est-ce que vous souhaitiez commenter davantage? Non, je trouve que tu as tout commentaire. Vous noterez mes efforts à chaque fois pour trouver des citations. Tu as très bien résumé la chose dans ta citation, Gauthier. C'est magnifique. Eh bien, cette disputatio aura été de courte durée, mais j'espère que nos auditeurs auront apprécié. Et c'est l'occasion pour moi de remercier Charlotte, de remercier Jules. Petit applaudissement pour vous, pour vos interventions dans ce 4e épisode de Au Coin. Et nous remercions également notre présentateur, Gauthier. Et notre monteur Brewen. Applaudissements pour Brewen, la main de l'ombre que vous n'entendrez pas et qui est pourtant cruciale pour cette émission. Voilà, donc c'est l'occasion de conclure. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous disons à la prochaine fois. Au coin!